de Fort-de-France. Donc ce soir, je vais essayer de vous présenter Fort-de-France et son environnement militaire. Donc je vais vous faire toute ma conférence est basée sur des diapositives. Donc c'est un montage que j'ai fait spécialement pour ce soir, que j'ai terminé seulement hier soir. Il était 19h quand j'ai mis la dernière main à peu près à ce diaporama. Donc nous partons ici en 1635 à la Martinique. C'est une des premières cartes que nous avons du XVIIe siècle qui montre l'arrivée des Français à la Martinique. Il y avait déjà eu des naufragés français qui avaient pris pied sur la Martinique paraît-il en 1624, qu'ils étaient restés au moins 2 ans et que là, les Français avaient déjà pris pied. Je ne suis pas remontée à l'époque de Christophe Colomb puisque c'était une découverte qui n'a pas donné d'occupation. Et l'île était occupée par ses premiers habitants, comme vous connaissez, donc les Caraïbes. Donc ils arrivent en 1635. Il s'agit vous l'aviez sur la savane le 5 septembre donc 1635. C'est Pierre Benin de Benin au Visseur des Nambus qui débarque sur la côte Caraïbe au niveau de la Orselane. Il va faire édifier un premier port sommaire sur cette embouchure, l'embouchure de la Orselane, et il va retourner à Saint-Christophe. Alors il y avait une première tentative quelques mois auparavant avec l'Olive et Duplessis qui voulaient prendre la Martinique, mais ils ne sont pas restés, ils sont allés vers la Guadeloupe et ils ont dit que la Martinique ne serait jamais peuplée à cause du fameux tribunocéphale que nous connaissons ici. Donc, quelques mois plus tard, c'est le sieur des Nambus qui va prendre possession de l'île pour la Martinique. Donc, il retourne à Saint-Christophe où il avait installé ses bases, l'île de Saint-Christophe, et il va laisser à sa place le sieur Dupont qui va essayer de monter, de voir les Caraïbes et de passer un contrat avec les Caraïbes à l'époque. Donc ce contrat va donner ce que vous voyez ici, un partage dans l'île. Alors à l'ouest, vous avez ce qu'ils appellent, tous les cas qu'on appelle terre des sauvages. Et de l'autre côté, la partie qui est occupée par les Français au départ. Alors donc, ce Dupont qu'il avait laissé, il retourne à Saint-Christophe pour rendre compte à des Nambus, mais en route, il est fait prisonnier par les Espagnols. Donc il va être détenu et des Nambus va envoyer à la Martinique son neveu, qui s'appelle Jacques Diel du Parquet, qui va arriver dès 1637 et qui va obtenir le titre de lieutenant général de la Martinique le 2 décembre de la même année. Et c'est lui à qui nous devons la fondation du fort et la fondation de la ville de Fort-de-France, que nous connaissons aujourd'hui. Donc il va arriver ici et il va décider de faire un fort. On va le voir sur un éperon rocheux. Vous voyez ici un petit peu le plan à l'époque. Vous avez cet éperon rocheux, mais tout autour, vous aviez la mangrove, les marécages. Et seulement, comme vous voyez, le père Anto qui dit ça, il dit qu'il y a beaucoup d'inconvénients, la nécessité d'eau, la difficulté du bâtiment de citerne, le voisinage des marais, qui rend le séjour malsain et qui offre l'espérance de voir ce canton jamais habité. Pour lui, il ajoute qu'il faut avoir coûté très cher aux habitants et les dangers sont très nombreux dans cette région. Alors pourquoi, malgré tout, avoir construit un fort dans cette région? Alors vous voyez la bec et les échancrures. L'importance de la bec est multiple des échancrures. Vous avez le carénage qui est à côté, vous avez le corée du Lamantin et vous avez les endroits où les bateaux peuvent être à l'abri et puis on se rend compte que justement
Saint-Pierre ne protège pas, n'est pas vraiment, la rade de Saint-Pierre n'abrite pas vraiment l'abri en cas de cyclone ou en cas d'attaque. Et puis, on pense aussi à la défense de l'île. Et comme j'ai dit, un refuge pour les bateaux, car il y a eu des tempêtes et des marées, et Saint-Pierre n'était pas le meilleur endroit pour les bateaux. Donc, vous voyez, c'est cette géographie, en quelque sorte, qui a déterminé cela. Donc, vous avez la volonté d'un homme, bien entendu, que vous avez aussi les avantages que procurait le site. Alors, la construction de fort, alors c'est du parquet qui va commencer à fortifier ce point, comme je vous l'ai montré, en élevant des palissades sur ce qu'on appelle le misme, qui joint cette forteresse naturelle au reste de l'île. Dans le-delà, et puis tracer, défricher quelques habitations qui plantera en vivre. C'est ainsi qu'on a l'habitation palmenière. Il reste encore le nom, il reste dans nos mémoires, mais c'était une des premières implantations d'habitation autour de Fort-de-France, qui ont permis après d'éradiquer progressivement les marais et de faire en sorte que ce soit habité. Alors, du parquet décède en 1658. 1658, c'est également la guerre avec les Caraïbes. Les Caraïbes, ils perdent la bataille, je ne vais pas insister dessus. Ils vont se réfugier dans les îles voisines. Certains vont rester quand même à la Martinique, puisque de nombreux Martiniquais ont des ancêtres Caraïbes. Et l'île devient entièrement possession française. Donc toute l'île devient possession française. Et en 1664, Dupoirier avait racheté l'île de la Martinique, plus l'île de la Grenadine, également les Grenadines. Donc en 1664, le roi Louis XIV va racheter les droits des successeurs de Dupoirier et va placer l'île sous la tutelle de la deuxième compagnie des Indes occidentales. Et donc il envoie M. de Coudray comme gouverneur général en février 1665. Donc ici, nous avons la Martinique, les guerres se déclarent en Europe, mais la Martinique, même loin de 7000 km, n'est pas épargnée. Et nous avons ce plan qui est fait lors de la guerre avec les Anglais, première rencontre avec les Anglais, en 1665-66, où nous aurons, les Anglais vont venir à la Martinique. Le cul-de-sac, vous voyez la baie avec le cul-de-sac royal, on appelle la baie de Fort-de-France, lors de la guerre avec les Anglais qui sont venus, mais non, ils ne sont pas restés, heureusement. Alors du 30 juillet au 7 juillet, du 30 juin au 7 juillet 1667, il y a à nouveau une escadre britannique qui va attaquer Saint-Pierre. Donc là, on va voir de nombreux navires et barres vont être détruits du côté français. En conclusion, qu'on en tire, c'est que la baie du Carlinage se prête mieux à la défense que Saint-Pierre. Et on va envoyer, le roi va envoyer deux ingénieurs, Hébert et Blondel, qui doivent être envoyés au Fort Royal pour renforcer la défense du fort. Donc ici, vous voyez le plan qui est fait en 1667, qui permet de voir les toutes premières constructions. Vous voyez sous cette avancée que vous voyez ici, le fortin en bois qui a la pointe de petit promontoire, la batterie qu'on appelle de la côte des barrières et aussi le carénage qui est juste à côté où les bateaux pouvaient se réfugier. Donc, on peut dire heureusement qu'on va continuer la défense du fort, puisque en Martinique, on va devoir faire face à une nouvelle attaque des Hollandais en 1674, qui a laissé de la trace ici, puisqu'on a surnommé la bataille du Rhum. Alors, nous avions avant de base qui est nommé gouverneur et il va continuer à renforcer le fort. Mais, comme je dis, les travaux ne sont pas terminés. Quand le 19 juillet, la flotte de l'amiral Luther se présente devant le Fort Royal. Donc, vous pouvez voir ici l'amiral hollandais de Luther qui, alors, on disait que dans le port, on trouvait les vaisseaux du côté français, Saint-Eustache et les Jeux, et deux navires marchands qui avaient également qui s'appellent Notre-Dame et le Saint-Joseph.
Alors le fort était défendu en compte par moins de 100 hommes sous la direction du commandant Sainte-Marthe. C'est son nom, la rue qui passe devant le fort, porte le nom de ce fameux commandant Sainte-Marthe. Et en face d'eux, on a une flotte, l'armada de l'amiral de terre, qui vont se lancer à l'attaque. Donc vous voyez, les forces sont très disproportionnées. Il semble que Louis XVIII connaissait déjà la Martinique, puisque quelques années auparavant, il avait été reçu par le gouverneur de l'époque. Et donc, il veut prendre possession des îles pour... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que finalement, ça a été une déroute pour les Hollandais. C'est pour ça qu'on l'appelait la bataille du Rhum. Donc, la résistance s'est organisée. Ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez ce pavillon qu'on trouve au Fort Saint-Louis qui porte le nom du commandant Écart, ce n'est pas par hasard, puisque le commandant Écart, il dirigeait des navires marchands, et pour éviter que la flotte ennemie, des bateaux rentrent dans la baie de carénage, il a carrément coulé son bateau dans la mer pour éviter qu'ils ne puissent avancer, qu'ils ne puissent prendre la... Donc il y a eu quand même une résistance de la part des gens qui se sont organisés. Mais, et puis, il paraît que le commandant Sainte-Marthe a eu l'astuce de faire défiler les hommes dans le fort, de manière à ce que, de la mer, on avait l'impression qu'il y avait une garnison beaucoup plus importante pour la défense du fort. On a appelé bataille du Rhum parce qu'on raconte que quand les marins hollandais ont débarqué, ils sont passés par Port-de-France sous la baie du Rhum et du vin, et qui se seraient entre guillemets, vous comprenez pourquoi. Il y a une médaille commémorative qui a été décernée par Louis XIV pour cette victoire, comme il l'a appelé, vous voyez. Défaite donc des Hollandais, il va lui frapper 2 médailles qui vont être remises, et le roi va récompenser État. En exemptant du droit de capitation, il va lui accorder le privilège d'arborer le pavillon amiral. Donc nous sommes en 1674. Donc nous avons cette vue qu'on a trouvée du Fort Royal par les Hollandais. Alors, on s'est rendu compte du rôle qu'a joué le fort dans cette bataille, et le roi va faire accélérer les travaux du fort avec un envoyage de gouvernement de masse. Donc, comme vous voyez, le plan de 1676, on voit que les travaux ont avancé dans le fort, mais quand en arrière-plan, vous voyez bien que la ville n'existe pas encore. Il n'y a pas encore vraiment de tentative d'habiter encore là. Il faut surtout assécher les marécages et la mangrove. Donc nous sommes en 1683 et le comte de Blénac est arrivé depuis 1977 au Fort de la Relève. Il va poursuivre les fortifications dans le fort et vous voyez, on envoie un autre ingénieur païen pour continuer les travaux. Et pour financer les travaux, le gouverneur va lever un impôt sur le sucre, il va établir des corvées et il va avoir des titres de noblesse aux habitants les plus riches de l'île. Et en 1681, le pavillon royal du Cotin Saint-Pierre va être transféré au Fort Royal. Par la suite, toute l'organisation administrative est transportée à Fort-de-France. Et c'est dès la fin du XVIIe siècle que Fort-de-France est devenue capitale administrative, bien que dans la tête de beaucoup, c'est Saint-Pierre qui est resté capitale jusqu'en 1902. Mais au n'est pas de ce qu'on appelle capitale, Saint-Pierre était la capitale administrative, pas administrative, pardon, économique, plus tard. Mais ça a été, et Fort-de-France, depuis la fin du XVIIe siècle, est la capitale administrative de la Martinique. Donc vous voyez ce plan établi, vous voyez que l'arrière-pays, le fort est toujours consolidé, il y a des travaux en plus, mais l'arrière-pays n'est toujours pas habité. Ça commence, il y a des vérités de ville, comme vous allez voir là. Alors la ville se développe peu à peu
nombre du fort. Alors on dit que les tout premiers aménagements sont dus à Dupanquet, mais ce n'est qu'en 1669. quand Colbert décide d'y fonder une ville. On publie l'ordonnance du 3 octobre 1669. Suivant les ordres que nous avons reçus du roi de lutter et assurer le commerce, en ce pays particulièrement de faire habiter les environs de Fort-Royal, après avoir considéré la grande utilité du port qui est, et que nulle part dans toutes les Antilles, les vaisseaux et les demeures des habitants puissent être en si grande sûreté contre les ouragans et contre les descentes des ennemis, nous avons jugé à propos de convier chacun à s'y établir pour y faire avec le temps une ville de grand commerce. Et il va concéder des lots à des colons chargés de mettre en valeur l'arrière-pays du Fort-Royal. Donc vous avez notre aperçu de la ville du fort et de la ville de Fort-de-France en 1694, que vous trouvez dans les livres du Père Labat. Vous voyez que l'arrière-pays, vous voyez se dégager à l'arrière du fort la savane, ce qu'on appelle la savane, et puis la ville qui s'organise de manière suivant un plan qu'on faisait à l'époque, où les rues se croisent de manière perpendiculaire. Alors vous avez un plan, vous voyez encore, ça prend forme. Vous voyez, en 1690, donc le roi Louis XIV toujours décide la création de 100 compagnies de la marine, 6 sont envoyées à la Martinique, et jusqu'alors n'étaient défendus que par les milices, les flibustiers, quelques marins et les volontaires, et on va établir 4 compagnies au Fort-Royal. Et le 11 avril, les vaisseaux anglais vont débarquer à nouveau avec 2700 hommes à Sainte-Anne. Ils vont essayer de louvoyer dans la baie de Fort-Royal, et le trouvant trop puissant, ils vont rembarquer le premier move. Donc, il semblerait que l'aspect du fort arrive justement à repousser l'ennemi de l'époque. Père décrit le fort en 1694. Il dit ceci: cette forteresse est située sur une hauteur comme une presqu'île composée d'une roche tendre ou de tufs qui se creusent aisément. Ce terrain est élevé d'environ 15 à 18 toises au-dessus de la superficie de la mer. Il environne de tous côtés, excepté une langue de terre qui le joint à l'île et qui peut avoir 18 à 23 de large. La langue de terre qui joint la presqu'île où le fort est bâti avec la terre de l'île est fortifiée par 2 petits bastions et une demi-lune qui couvrent la courtine avec un fossé rempli d'eau de mer, un chemin couvert palissadé et un glacis. La porte du fer est dans le flanc d'une demi-bastion du côté du carénage, avec un escalier qui conduit à une plateforme où il y a quelques pièces de canon. Et en garnison, il y a à peu près 400 soldats de la marine. Alors, si vous voulez savoir la signification des termes techniques, vous avez ici des gens qui peuvent, mieux que moi, vous donner, quand vous poserez la question, vous donner des explications. Donc, vous voyez qu'au pied du fort, la ville continue à se développer. Vous avez ce plan du Fort-Royal en 1702. Et donc, vous voyez que la ville se développe. Et le fort, de son côté, prend de l'importance. Donc, le fort est achevé en 1703. Il peut accueillir 600 hommes pendant 6 mois. Sa construction a duré plus de 30 ans, comme vous le voyez. Et le coût, 450 000 livres de marchandises données par le roi et 5 000 livres qui étaient versés chaque année par la colonie. Je vous ai expliqué tout à l'heure les impôts qui avaient été sur le sucre et autres pour aider à la construction. Donc 5 000 livres versés chaque année par la colonie. Donc nous sommes au XVIIIe siècle, le fort avance, la vie continue, la ville se développe, et voilà un nouveau le Fort-Royal face aux Anglais. Nous sommes en 1756, la guerre de 7 ans est déclarée entre la France et l'Angleterre. Les Anglais vont débarquer à la Pointe des Nègres le 15 janvier 1759. Alors vous voyez, le fort est défendu par le lieutenant du roi de Ligny à la tête de 4 compagnies franches de la marine, c'est-à-dire un peu plus de 500 hommes. Le lendemain, les Anglais vont essayer de débarquer sur la savane, ils sont repoussés, ils vont se lancer alors à l'assaut du mont d'Artenson.
le fort de Taranson n'existait pas, il n'a été construit qu'au 19e siècle. Alors il y a une contre-attaque qui va les obliger à rembarquer, comme vous voyez. Le roi va envoyer M. de Rochefort comme directeur général du génie et des fortifications pour poursuivre les fortifications. C'est à ce moment-là qu'il va décider de construire le fort Bourbon, aujourd'hui le fort de Zé. Mais les Anglais vont revenir. Et malgré la résistance des troupes, le 1er mars 1762, le Conseil souverain va enregistrer la capitulation de notre île. Le traité de Paris qui met fin à la guerre de 7 ans vont permettre à la France de récupérer les îles de Martinique entre autres. Mais il va perdre le Canada. Il va donner le Canada aux Anglais à ce moment-là. Donc on décide à ce moment-là de renforcer les défenses de la ville en construisant une force sur le Mont Dornier. C'est le fort Bourbon et 6 millions de livres vont être accordés à cet effet. Le fort Royal, et on va aussi renforcer la défense du fort Royal. Donc vous voyez la vue du fort dessinée par les Anglais en 1762. On voit du côté de la mer et on voit bien du côté de la mer qu'on ne peut pas. Il y a cette falaise du côté de la mer et on ne peut rentrer que par le carénage ou bien en allant vers la savane. Donc on décide donc la construction d'un fort qu'on va appeler le fort Bourbon. Donc vous voyez le plan sous le Mont Dornier. Vous avez ici. Bon, les termes militaires, je ne connais pas beaucoup. Donc ici, je vous montre quelques estampes ou quelques gravures qui ont été faites au XVIIIe siècle. Donc vous avez vu de la Martinique du côté de la baie des Flamands. Par le chevalier d'Épernay, qui était du port royal d'Articuis. C'est une gravure de Ney. Il a laissé pas mal de gravures au XVIIIe siècle. Vous avez ici, alors, dans les années, à partir des années 1774, la Martinique se trouve en plein sur la route maritime, dans la guerre entre les Anglais et les Américains, la colonie d'Amérique. Et la Martinique a servi de point d'esclave. Et ils vont également, les bateaux vont pouvoir s'arrêter, il y aura des batailles qui vont se dérouler dans les environs, comme en 1780, la bataille des Sept, et la Martinique se trouve en plein cœur, et on soutient ici les colonies d'Amérique, les Américains, qui sont révoltés contre leur mère, l'Angleterre. Donc on se retrouve en plein cœur pendant la guerre des dépendances des États-Unis. Vous voyez, ce sont des gravures qui ont été faites à cette époque. Vous voyez ici, il y en a maintenant les pitons qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à maintenant, et dans la mer, les bateaux qui sont devant. Tout ça se passe pendant la guerre des dépendances des États-Unis. Et nous arrivons sous la Révolution, où à nouveau on va changer de nom. Le fort royal devient fort de la République. Ici, vous voyez que la ville s'est développée, ça occupe tout le. Vous avez en arrière-plan le canal qui va relier jusqu'au carénage et la rivière de Vassor. Et tout l'intérieur de ce canal terre est occupé et habité. Vous voyez la savane qui était une place d'armes du Fort Saint-Louis qui va être aussi délimitée aussi. Et vous voyez avant le canal qui séparait le Fort Saint-Louis de la terre, mais qui reliait la baie des Flamands, on a appris plus tard, avec le carénage. Et on constatait pendant la Révolution, vous avez cette photo qu'on appelle le Fort Saint-Louis, la savane, en arrière-plan. Mais la Révolution, c'est également à nouveau la bataille avec les Anglais. Et les Anglais vont à nouveau s'emparer de la Martinique
en février 1794. Ici, vous voyez que c'est une gravure qui a été faite par les Anglais, qui montre le débarquement des Anglais dans l'île. Donc, et les Anglais vont occuper l'île pendant un certain nombre d'années, comme vous allez voir. Donc, vous voyez une vue faite par les Anglais du Fort Saint-Louis et de la Martinique avec les Anglais qui sont là. Et vous voyez que, donc je reprends ici, que la Convention va déclarer la guerre à l'Angleterre. Donc là, le 11 juin, une flotte anglaise arrive dans l'île, débarquement par baie, ils se rembarquent, ils rembarquent à nouveau, mais ils vont à nouveau une nouvelle offensive en janvier 1794 sous le commandement du Sir Charles Grey. Et le 20 mars, après un mois de siège, le fort de la République tombe aux mains des Anglais qui vont lui donner à ce moment-là le nom de Fort Édouard. L'île entière est occupée par les Anglais jusqu'à la paix d'Amiens le 25 mars 1802. Alors, c'est l'arrêté consulaire du 18 avril qui donne au fort et à la ville le nom de Fort de France. Donc, ça change encore une fois. On veut passer Fort Royal, on veut passer Fort de la République, Fort Édouard et maintenant Fort de France. Alors, au 19e siècle, nous avons à nouveau la Martinique connaît une deuxième autre occupation anglaise entre 1809 à mai 1814. Les Anglais avaient déjà occupé le rocher du Diamant. Ils avaient débarqué même des troupes au Diamant. Il y avait eu reprise par les Français, mais là, l'occupation totale des Anglais jusqu'à mai 1814. Alors, quand les Français récupèrent le fort en 1814, nous sommes sous la Restauration et le fort va prendre le nom de Fort Saint-Louis, nom qu'elle conserve encore aujourd'hui. Sous la Deuxième République, le Fort Saint-Louis va devenir à nouveau fort de la République, mais vous voyez, suite à l'arrêté du gouverneur en février 1853, nous sommes sous le Second Empire. Le fort redevient Fort Saint-Louis, reprend le nom de Fort Saint-Louis. Donc cette fois-ci, je crois que c'est définitif, il ne va plus changer de nom. Donc ici, on a vu qu'au XVIIIe siècle, pour renforcer la défense de Fort-de-France, on avait construit le fort Bourbon, qui est aujourd'hui le fort de Zé. Et au XIXe siècle, eh bien, on va être amené à fortifier le mont Tartançon et on va construire sous ce mont le fort Tartançon. Vous voyez le plan ici. Si vous voyez où se trouve la construction du fort Tartançon, vous voyez 1867. Si vous avez l'occasion d'aller, c'est noté dessus. Actuellement, je crois que c'est pas occupé, c'est inoccupé. C'est envahi par la broussaille. Et puis, vous avez une vue au XIXe siècle de la savane de Fort-de-France. Vous apercevez la statue de Joséphine qui trône encore là avec les palmiers. C'était une vue qui restait longtemps jusqu'à ce qu'on change la statue de place. Alors vous voyez ici la position des trois forts. Vous distinguez, j'ai coloré. Vous avez le fort Saint-Louis qui donne sur la mer, qui est sur la Défense. Sur la Mont-Garnier, vous avez tout à fait au nord le fort de Zé, et vous apercevez le fort Tartançon de l'autre côté sous les hauteurs, de l'autre côté de la rivière de la Saône. Il faut assumer la défense. Donc 1862, vous avez une vue de la savane. À nouveau, la Martinique sert de relais pour les bateaux qui vont en la guerre avec le Mexique. À nouveau, on va avoir des installations militaires sur la savane. Les gens qui se rendent au Mexique, c'est la halte privilégiée, c'est la Martinique en allant vers le Mexique. Alors vous voyez ici une vue de l'illustration, le journal,
la belle Fort-de-France avec le Fort Saint-Louis au premier plan, le Fort de Zé, comme vous apercevez, sur le Morne au fond. Et le XXe siècle, donc nous sommes arrivés au XXe siècle. Vous avez ici l'entrée du Fort Saint-Louis. Vous voyez ici, ça a quand même changé par rapport à aujourd'hui. Vous avez un cyclone en 1903, vous voyez le fort suite à ce cyclone, les dévastations qui ont été faites. Et ici, vous voyez à nouveau de France, l'entrée du Fort Saint-Louis, toujours au début du XXe siècle. Là aussi, c'est l'entrée du gymnase qui est à côté du Fort Saint-Louis. On a encore quelques photos. On commence les premières photos. Là, ce sont des photos. On commence à voir les premières photos sur le Fort Saint-Louis et le Fort de France. Ici, c'est une vue de Fort de France de 1935. Donc ça vous montre un petit peu, toujours vous voyez la position des trois forts et le développement de la ville qui commence à quitter le centre et qui va vers, qui s'éparpille un peu dans les collines voisines, ça se développe. Ça prend un peu plus d'importance, la ville devient de plus importante. Il faut pas oublier que nous sommes en 1935, le Fort de France a bénéficié de la disparition de Saint-Pierre en 1902. Il y a eu beaucoup de réfugiés, il a fallu les loger. Dans les années 30, c'est le développement des terres invides. Et donc, vous voyez que la ville, les forts sont toujours présents. La savane devient un lieu de revue des troupes. Vous voyez, sur la savane, à différentes occasions. Alors, au XXe siècle, on peut dire que les travaux du fort sont arrêtés. Pendant la guerre 14-18, le fort va abriter des bâtiments de guerre et de commerce français et alliés. Pendant l'entre-deux-guerres, il y a la visite de la mission des fonderies allemandes qui voulaient récupérer les canons ou les faire fondre et récupérer le fer pour faire de l'acier. Parce qu'ils cherchaient de l'acier un peu partout, donc ils sont venus à la Martinique pour voir s'ils pouvaient récupérer les canons. Et puis en 1940, nous avons le croiseur Émile Bertin qui va apporter une partie de l'or de la Banque de France qui va être gardé au Fort de Zé pendant une bonne partie, pendant la guerre, avant d'être approprié. Alors c'est l'occasion de parler du fameux tunnel qui relie le Fort Saint-Louis au Fort de Zé. On a entendu parler à chaque visite, les gens posent la question. C'est devenu vraiment une question qu'on pose. Et je suis malheureusement, je dis toujours, des gens, oui, il existait, je ne sais pas si le commandant du fort a connaissance de. je suis pas regardée ça. Mais dans l'imaginaire foyalais, il y a toujours ce tunnel secret qui relie le Fort Saint-Louis au Fort de Zé. Donc vous avez pendant la guerre, donc Émile Bertin, le bateau qui venait. Vous avez également un bateau très cher au cœur des Martiniquais qui sont. Parce que chaque année, on a eu pendant des années la Jeanne d'Arc qui venait, on se dans le port et qui était là pendant la guerre. Et puis pendant la guerre, vous avez le fameux sous-marin sur qu'on a retrouvé ici. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez des photos aériennes qui ont été faites par ce sont des photos qui ont été faites par un photographe de 2 ans. Quand j'avais des amis, j'ai eu ce photographe qui a fait des photos aériennes qui sont dans le livre. Et on en a eu quand même pas mal de photos qui ont été faites à cette époque pour ce livre. Donc on voit bien les différentes parties du fort, cette vue aérienne sur le fort. Vous pouvez bien voir. Je vais vous montrer quelques photos du fort, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir. Vous retrouvez toujours le fameux pavillon d'État, le pavillon des officiers qui a pris le nom
avez une autre vue que je vous montre ici, avec les canons, parce que ces canons existent toujours, ils sont toujours à la même place. Donc vous avez ce qu'on appelle des pas de souris qui partent de vous trouvez dans le livre sur le Pont Saint-Louis, parce que le livre sur le Pont Saint-Louis, à l'époque, l'association que j'étais présidente, on avait payé un spécialiste d'archéologie pour faire des photos et faire le commentaire pour la visite des amis, la visite du Pont Saint-Louis. Donc vous avez ici une vue, les vues que j'ai trouvées. La porte était dotée d'une herse et d'un pont-levis à un moment donné. Vous avez ici, je pense que certains ont encore le souvenir d'avoir monté les marches tout à l'heure, j'avais vu tout arriver complètement essoufflé, donc vous êtes passé à travers, vous avez monté ces escaliers, et puis vous avez différentes constructions du fort, comme la casemate de Genosa, vous voyez ici. La caserne d'Orange a été édifiée au XIXe siècle, 1877. Vous avez du côté Savane, il reste encore des ruines, je ne sais pas si dans quel état ils sont actuellement. Et on trouvait de l'autre côté, à l'entrée de la Savane, le fort se poursuivait, on trouvait encore des traces de ces murs sur la Savane. Végétation. Là, vous avez une vue du bastion du carénage, ici, avec les lampes de fer. Ça vous rappelle l'entrée de l'extérieur, si vous pouvez voir. Vous avez une autre vue ici. Certains se rappellent cette lignée peut-être là. Puis des vues plus récentes avec les nouvelles constructions, les nouveaux bâtiments côté carénage, pour s'occuper justement de la mise en état des bateaux qui passent dans le port, les bateaux militaires, je pense. Vous avez une autre vue encore du port. Vous voyez ici, avec la vue derrière, les pitons du barbet à l'arrière-plan. J'ai observé. Là, vous reconnaissez le pavillon écart et puis les bâtiments dans le carénage, côté carénage pour la réparation des bateaux. Et puis une vue aérienne du Fort Rosé, vous voyez la vue d'en haut. Vous voyez maintenant, c'est des bâtiments modernes que vous avez avec les différents éléments, différents bâtiments qui existent. Là aussi, on ne peut pas entrer au fort de Zé sans montrer pas de blanche à l'entrée. Et puis une vue aérienne également du fort d'Artenson. On le voit moins bien, mais le fort d'Artenson, dans la végétation, on ne distingue pas tellement le fort à l'heure actuelle. Il y a trop de végétation. Voilà, une vue du fort d'Artenson également. Et puis, naturellement, on ne peut pas finir sur le pavillon du Pont Saint-Louis, ici, avec les encres de chaque côté qui montrent que c'est la marine qui occupe le fort. Naturellement, je n'ai pas voulu faire, sans vous montrer notre ivoine. Vous voyez, je ne sais pas si on en trouve autant, mais ils ont colonisé le fort il y a beaucoup d'années, ils sont toujours présents. Alors, vous voyez, j'ai voulu terminer sur la photo de l'ivoine qui continue à protéger le fort.